Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Mais c'est le bouquet final. Bouquet final de Vanessa Paradis, toute nouvelle pièce. Pourquoi Vanessa Paradis? Un beau lien fait par notre directeur musical, Brian Saint-Louis, parce que Vanessa Paradis, elle signe la préface de ce livre de Crazy à Hollywood, le destin rock'n'roll d'un cinéaste mythique. C'est Jean-Marc Vallée, ce cinéaste mythique à qui on doit Liste Noire, Crazy, Dallas Buyers Club, Wild, Demolition, Big Little Lies aussi, Sharp Objects, grand succès à la télé. Cinéaste décédé subitement à Berthier-sur-Mer, dans une maison qu'il venait tout juste d'acheter le jour de Noël 2021. Il avait seulement 58 ans. Grosse perte pour le cinéma québécois. Il a fait le pont entre le Québec et Hollywood. Il a fait le pont entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Et on le voit dans ce livre, l'omniprésence de la musique. C'est pas pour rien que le mot rock'n'roll, on reçoit son co-auteur. C'est écrit par Ismaël Oudassine et Olivier Bourque qu'on a au bout du fil. Olivier, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, musique, je pense que ça s'impose. Je lisais, puis à un moment donné, je me suis dit, c'est quasiment la biographie d'un rocker, finalement, Jean-Marc Vallée. Hein? C'est vraiment, là, j'imagine au fil des recherches, c'est quelque chose qui décrit, le mot rock'n'roll, c'est pas pour rien qu'il est sur la couverture. Là. Oui, tout à fait. Lui-même se sentait comme un rocker. Sincèrement, il disait à tous, et puis même tout le monde autour de lui parle. C'est probablement le plus musical de nos réalisateurs également. Sincèrement, à Crazy, c'est plusieurs pièces, hein, puis il devait aller négocier, puis même dans son enfance, ses parents, son père était discothécaire, sa mère chantait. La musique, c'était omniprésent chez lui dans la maison. Les enfants, après ça, donc, ont appris des instruments. Puis Jean-Marc lui faisait du air guitar, puis c'était Led Zeppelin, c'était Rolling Stone. Alors oui, la musique a toujours fait partie de sa vie, finalement. Là. Il dit d'ailleurs que c'est un des plus belles choses qui lui a été léguées, c'est cet amour de la musique. On est rentré vite dans le vif du sujet. Olivier Bourque, plusieurs personnes te connaissent davantage parce qu'on se connaît, nous aussi, dans le métier de journaliste. Journaliste économique, beaucoup qu'on identifie plus à la politique, animateur RDI. D'ailleurs, tu étais en ondes il y a quelques heures à peine avec... Oui, on était ensemble à D'abord l'Info. C'est dire comment nos passions peuvent être variées et se retrouver. Comment, avant de travailler sur Jean-Marc Vallée, quel était ton rapport à son œuvre, puis comment est arrivée l'idée d'un livre? Aurais-tu imaginé un jour écrire sur lui? Non, sincèrement, non. C'est arrivé tout à fait par hasard. En fait, c'est Libre Expression, notre maison d'édition, qui est arrivée avec l'idée. Donc, notre éditrice Noémie Adrien, elle dit, elle est passée par le magazine Séquence, le magazine de cinéma. Moi, j'ai écrit pour Séquence naguère, il y a quelques années. Ismaël Oudassine, mon co-auteur, venait tout juste de signer un dossier et on lui propose finalement d'écrire le livre sur Jean-Marc Vallée, la biographie. Mais il s'est tourné vers moi puis il m'a dit, je crois, Olivier, que ça va être long. C'est du boulot. C'est pas un réalisateur, c'est pas quelqu'un non plus qui utilisait beaucoup les médias sociaux, parlait pas beaucoup de lui. C'est vrai. Alors, on savait que ça allait être long, on savait que ça allait prendre plusieurs mois, regrouper les témoignages, puis regrouper également les archives. Fait qu'on s'est dit, on va faire à deux, hein? on va séparer le boulot. Et de fil en aiguille, alors ce grand projet-là a commencé. Et ça se lit véritablement comme un roman, hein? Les dialogues, les attributions, par exemple, de sources qui sont tirées d'entrevues originales, autant que de témoignages, ça coule. Ça a été vraiment choisi pour être raconté. Ça commence par son enfance, quartier modeste, garçon timide, qui était pas très conscient de ce qu'il dégageait. Hein? À un moment donné, les gens disaient, sa première conjointe, Chantal Cadieux, dit, mon Dieu, on dirait qu'il c'est comme inconscient de sa beauté physique. C'est quelqu'un qui dégageait pas nécessairement, dégageait une timidité qui était pas nécessairement cette image, cette enveloppe corporelle qu'il dégageait. Il est né en 63, le petit blond de Rosemont. Rapidement, la passion pour le cinéma s'est développée et vraiment, ce qui traverse le livre, c'est il savait ce qu'il voulait. Il avait une ambition. Il voulait atteindre ses buts. C'est venu assez jeune, ça.
Oui, oui, tout à fait, il savait, puis même si c'est un passage avec sa mère le ressent tout de suite, il y a cette ambition qui est en lui. Mais tu as tout à fait raison, Valérie, de le souligner. C'est pas un gars qui, puis tous les intervenants me l'ont dit, c'est un gars qui plaisait beaucoup, c'est-à-dire c'est un gars qui est très charismatique, très intelligent, mais il n'était pas tellement conscient non plus, on pourrait dire, comme tu l'as bien dit, son enveloppe corporelle. Il y a un passage d'ailleurs avec Chantal Cadieux, elle lui achète les mêmes habits que Gilles Renaud. Elle rencontre Gilles Renaud à Paris, puis elle décide de lui acheter les mêmes habits et il va donc les porter juste avant son film Les mots magiques. Il dit, c'est la première fois que je me trouve beau. Ouais. Là, il se regarde dans le miroir. Non, c'est ça, c'est quelqu'un qui était vraiment, c'est un grand travaillant. C'est un gars qui a été happé par le cinéma et qui rapidement a été happé par le cinéma américain. C'est ça qui l'intéressait davantage que Godard, Truffaut, etc. Il n'était pas le type des ciné-clubs, là. Lui, c'était Miloš Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'était le cinéma du nouvel Hollywood des années 70. C'est ça qui l'a alimenté. Scorsese, tout ce qu'on imagine sur Coppola aussi, oui. Exactement. C'est exactement ça, Valérie. Coppola, puis tous les grands réalisateurs des années 70, Martin Scorsese également. Alors, c'est ça qui l'a alimenté. Puis on dirait que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu davantage de regard vers les États-Unis. Évidemment, bon, il y a toute l'origine, la volonté de faire du cinéma. Le livre parle de plusieurs tournages, de publicité aussi. Il a connu André Fortin des colocs. Vraiment, on est allé fouiller là dans cette espèce de bohème montréalaise. C'est un peu particulièrement au début du livre, c'est un peu la chronique artistique du Montréal des années 90 aussi. C'était créatif, hein? Oui, tout à fait. Un vrai Génération X, là. Oui, tout à fait. C'est exactement. C'est la Génération X. C'est la génération qui avait l'horizon bloqué. Je suis content que tu me parles de ça. Ouais, le 90-80, bon, c'est l'Amérique reaganienne, hein, c'est le capitalisme, c'est Thatcher de l'autre côté. Puis c'est les années 80, ils font des vidéoclips. C'est le sida, tu sais, c'est ça. C'est la bohème également de la Ligue d'improvisation. Puis c'est là qu'il rencontre d'ailleurs Chantal Cadieux. Ouais, moi, je me suis plongé là-dedans avec beaucoup de plaisir, puis André Fortin également. Puis les vidéoclips, hein, c'est la période des vidéoclips. Lui, il s'est lancé comme ça, là. Tout à fait. Les vidéoclips, puis travailler avec toujours la musique qui revient, là. C'est une constante toujours dans sa carrière. Et que dire des publicités de Black Label? Ça, je le sais que ça a dû te faire particulièrement plaisir parce que je me souviens qu'on a déjà parlé de cette esthétique sur le plan du marketing absolument génial des années 90 pour cette marque de bière. Il a contribué à ça. Oui, tout à fait, contribué à ça. Il a fait beaucoup de publicité. Quoique, la plupart des témoignages qu'on a eus, il n'y avait pas beaucoup ça. C'était plus alimentaire un peu. C'est un oiseau libre. Hein, mais on dit ça, même Jean-Claude Lauzon a fait d'excellents documentaires, publicité aussi, de films publicitaires, parce que c'est des cinéastes qui ont réussi à élever aussi la publicité à un certain degré. On est dans les années 90, Olivier Bourque. Dès 95, il y a un gars qui s'appelle François Boulay, qui raconte un peu son enfance, son adolescence dans une famille plus conservatrice. Il est gay, il souhaite sortir un peu de ce milieu. Et Jean-Marc Vallée, les gens qui nous écoutent vont dire « Coudon, ça me dit quelque chose, cette histoire. » Jean-Marc Vallée se la fait raconter et il vire fou avec cette histoire qui est les premiers balbutiements de Crazy 10 ans avant. Oui, exactement. Nous, on a appelé ce chapitre, Valérie, on a appelé ça « Souvenir en vrac de ma vie ». Qui était le nom d'un manuscrit assez électron libre que Jean-Marc Vallée a commandé littéralement à François Boulay, là. Exactement, c'est ça. C'est ça, parce qu'après la fameuse soirée, bon, ben le vin est coulant, et puis bon, on y va on pourrait dire de témoignages, puis de confidences, c'est ça. Donc, c'est François Boulay qui raconte, il a bien dit. Donc, ça a produit son enfance. Mais ça, Jean-Marc, c'est pas le genre à se livrer, soit dit en passant. Ouais. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Il est très timide. Donc, il écoute l'histoire de François Boulay. Puis, il se dit à un moment donné, ça, c'est vraiment, ça mérite d'être raconté. Puis, ça va devenir un film. Alors là, on est vraiment donc là, au milieu des années 90. C'est là que ça commence. Crazy, là. Et ça sera, on le sait, ça va être sur 10 ans. Là. C'est vraiment une gestation qui a été très, très longue. Mais effectivement, c'est commencé avec François Boulay. Et il veut rajouter de sa propre famille. Oui. Donc, il va ajouter de son père, de sa mère. Puis finalement, ça devient une famille québécoise. Le scénario qui passe donc de Souvenirs en vrac de ma vie à Crazy. On ajoute des personnages. Et même juste une anecdote, parce qu'au départ, François Boulay chante
lorsqu'il raconte son histoire, vous allez vous en rappeler aussi, c'est la scène avec Marc-André Grondin, lorsqu'il chante Space Oddity de David Bowie, mais au départ, dans le scénario, c'est l'oiseau de René Simard. Un peu moins viril dans sa chambre, là, à se tortiller comme une star britannique, là. C'est ça, exactement. Donc là, dans Space Oddity, c'est la jonction entre François Boulay et Jean-Marc Vallée. Et Jean-Marc a ajouté tout son amour de la musique britannique à l'intérieur du scénario. Wow. Ça l'a habité littéralement. Hein. C'est vraiment, moi, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé le livre. Je pense qu'on aura compris. Mais ce segment où, plan par plan presque, il portait ce film. Il s'était écrit une lettre, une histoire incroyable. Je ne vais pas dévoiler parce qu'il y a quand même des révélations dans le livre, bien sûr. Mais il s'était écrit une lettre en disant « Crazy va faire 10 millions au box-office ». Il se l'était adressé à lui-même, ouverte 20 ans plus tard. Ouais, incroyable. Ça, on a... D'ailleurs, presque chacun de ses proches, les témoignages, ils ont tous une histoire un peu ésotérique avec Jean-Marc. Ouais. Jean-Marc qui amenait toujours de la magie dans ses relations. Ils en ont tous. Vanessa Paradis, maintenant, ils sont à Café de Flore, puis là, ils entendent la musique préférée de sa mère, puis sa mère venait de décéder. Et puis là, ils sont à Café de Flore, puis là, le serveur leur dit, vous savez qu'il y a un petit Flore également à Montréal. Et là, Jean-Marc dit, ben oui, ma mère vient tout juste d'être, les funérailles viennent d'être célébrées devant le petit Flore. Quoi. Il y a toujours des affaires de même, mais oui, il s'est envoyé une lettre, comme une bouteille lancée à la mer, puis il avait deviné ses recettes qu'il allait avoir avec Crazy. 10 millions. C'est Chantal Cadieux qui nous l'a partagé. Elle l'a découvre en mars 2025 dans un coffre. Ça n'avait jamais été ouvert. Là. Ouais, donc, il ressentait beaucoup les choses. Puis il sentait que Crazy, ça allait frapper fort puis que ça allait toucher les Québécois. Ça amène à toute cette intensité, Olivier Bourque, avec cette ambition, ce désir de contrôle sur son œuvre, vient aussi un élément de son caractère que vous ne passez pas sous silence dans le livre. Jean-Marc Vallée pouvait être colérique. Il y a beaucoup de moments sur le plateau où il explose. Il se reprend rapidement, mais c'est vrai que quand on entend sa voix douce, qu'on entend les acteurs parler de lui, on ne soupçonne pas peut-être qu'il pouvait être dur à vivre par moments. Oui, il faut être dur à vivre. Et puis, je remercie Chantal Cadieux, donc sa femme, son ex-femme, puis la mère de ses enfants, qui nous ont partagé ça. Puis même ses enfants, évidemment, c'est pas la première, c'est pas la majeure du livre. Non. On parle surtout de sa vie professionnelle, mais ça transparaît dans sa vie au complet. C'était quelqu'un de volcanique. C'était quelqu'un qui pouvait effectivement exploser. Sur les plateaux, c'est arrivé davantage au début, mais après, il a appris à mettre en place des plateaux, parce qu'il n'aimait pas beaucoup ça tourner. Il aimait ça faire il aimait ça faire du montage, il aimait ça faire de la scénarisation, mais ce plateau, ça y amenait beaucoup d'anxiété, ça y amenait beaucoup de stress. Il a appris après ça à gérer, puis à enlever, on pourrait dire, de la contrainte technique. Garder seulement son équipe des très, très proches, des Yves Bélanger, par exemple, son directeur photo, Marc Côté, son collaborateur Patrice Vernet, des gens qui étaient très, très proches de lui, Mona Medawar, qui était sa script, pour, comment je pourrais dire, donc pour le garder comme dans une espèce de cocon. Oui. Et lui, il avait la confiance également de ses collaborateurs. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce petit cocon, c'est aussi certaines contraintes. C'est à quel point, puis là, ce que j'aime du livre, c'est qu'il parle de sa vie, il parle du Québec.